Comme son nom l'indique, c'est un top de mes films préférés de l'année 2022. Numéro 15. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. C'est un petit peu l'ovni de l'année 2022, l'histoire d'une femme propriétaire d'une laverie qui se retrouve emmêlée à plein de multivers. C'est fun, c'est intelligent, c'est original. Et on a aussi la mise en avant des acteurs qui est assez forte, avec Michelle Yeoh. Et l'acteur, je sais pas le prononcer, je vais jamais le prononcer, ça se prononce comment? How to pronounce Ke-Huy Quan. Qui est du coup l'acteur que vous avez vu dans les Goonies ou encore dans Indiana Jones et le Temple maudit. Comme quoi, tout est possible dans une carrière, on peut toujours la relancer, même 30 ans plus tard, ça peut marcher. I am so happy to see Steven Spielberg here tonight. Steven, thank you! Thank you so much! Je trouve qu'en démarrant sur ce film, on fait un bon top là, tu vois. Numéro 14, à plein temps. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Ça nous raconte l'histoire d'une femme de ménage qui travaille dans des hôtels de luxe à Paris, mais elle habite pas à Paris, elle habite plus loin. Sauf que y a les grèves et ça devient de plus en plus difficile de pouvoir jongler entre ses enfants, son travail. C'est interprété par Laure Calamy. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause? Ah non. Et tout est bien ficelé en fait pour que ce soit dans le montage, dans le son, pour qu'on sente vraiment que le personnage est en train de sombrer complètement, qu'elle est en train de perdre de plus en plus. Tout ce qu'elle avait réussi à faire, ça vole en éclats juste à cause des grèves. Voilà, voilà. Numéro 13, les bad guys. En apparence, vous êtes tous les 5 des voyous. On a un film vraiment péchu, vraiment fun, vraiment sympa. Il y a un rythme dans les gags qui sont vraiment très drôles. On a l'animation qui est hyper sympa. On a vraiment l'impression que c'est une bande dessinée qui a été mise en image. Ils jouent beaucoup avec les cases, puisqu'ils ont plein de personnages et ils essayent de les mettre tous ensemble, même s'ils ne sont pas dans la même pièce. Et c'est vraiment bien fait et je trouve que le travail sur la lumière est dingue. Les Bad Guys de DreamWorks, numéro 13. Je vous en prie, vous me faites rougir. Numéro 12. Alors j'aimerais parler ici d'un film qui n'a pas beaucoup marché, qui, voilà, ça me désole un petit peu. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. J'ai passé un très bon moment en salle, je l'ai vu déjà plusieurs fois et à chaque fois je trouve que je ne vois pas les 3 heures passer. Et c'est vraiment un critère de qualité pour moi parce qu'il y a des films de 1h30 où on s'ennuie comme pas possible et Avatar 2 ça dure 3 heures et je trouve que ça passe très bien. Voilà. Après je comprends qu'il y a des polémiques, je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas aimé ou quoi que ce soit. Mais moi ça a été un gros kiff de voir au cinéma. Et puis au passage je l'attendais depuis 13 ans. Finissons-en. Numéro 11, Notre-Dame brûle. Notre-Dame brûle. Ça valait partie de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Le film rentre vraiment dans une enquête à travers son montage, à travers son histoire, sur comment ça s'est passé. Et puis surtout, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a plein de petites pistes. Parce qu'on ne nous montre pas juste un gars qui a allumé sa clope et qui l'a jeté. C'est pas le but de pointer du doigt quelqu'un qui est particulièrement coupable. Non, au contraire, il nous montre plein de petits trucs pour nous dire, voilà, l'incendie, il a peut-être pu se déclencher à cause de ça, ça a peut-être été empiré à cause d'autres choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve, de regarder un petit peu toutes les théories qu'il y a autour de l'incendie. Et je trouve que le réalisateur Jean-Jacques Hano nous montre vraiment le flou, en fait, de la frontière entre le documentaire et le cinéma. Parce que pour moi, Notre-Dame brûle, c'est un film de cinéma, mais qui veut vraiment imiter la réalité, mais de façon spectaculaire. Par exemple, lorsque les pompiers essayent juste d'arriver jusqu'à Notre-Dame pour le montage, ils nous mettent plein d'images, alors je pense que ce sont des vraies images pour le coup, de pompiers qui sont juste en galère, en train d'essayer de passer et tout ça, et c'est assez prenant pour ça aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé pour l'expérience qu'il y a eu en salle. Je trouve que le travail du son aussi est assez fou. Je trouve que ça reste un film à spectacle et en France, moi, c'est assez rare d'avoir ça quand même. On rentre dans le top 10 avec 3000 ans à t'attendre. C'est un film très spécial où on suit une femme qui est en Turquie, elle trouve une petite lampe. Évidemment, il en sort un génie puisque ce film est une fable. Et évidemment, le génie lui propose de faire les fameux 3 vœux dont on a l'habitude et tout ça. Sauf que la nana, c'est quelqu'un qui travaille sur les mythologies, qui travaille sur la narratologie. Et du coup, quand on lui propose de faire 3 vœux, bah, elle dit bah non, en fait, si je fais un vœu, ça va forcément se retourner contre moi. Dans toutes les histoires où il y a un vœu qui est exaucé, ça finit par se retourner
contre la personne qui l'a souhaité. Donc elle veut pas, mais par contre elle va demander à ce génie de lui raconter d'où il sort, quelle est son histoire à lui, parce que c'est quand même très rare de tomber sur un génie qui a 3000 ans, donc il va lui raconter son histoire à travers plusieurs histoires courtes finalement. Et c'est assez bien fait, franchement je trouve que les histoires qu'il nous raconte sont prenantes, on a presque envie que ce soit un film entier dessus, tellement c'est fou de voir ça. Ça a fait un flop, donc n'hésitez pas à essayer de le découvrir, mais c'est un film assez étrange, assez bizarre et qui donne envie de découvrir et de lire et d'en apprendre encore plus sur les légendes par exemple, donc c'est assez prenant. I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Numéro 9, Close. Dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Alors c'est un film, comment dire, qui n'est pas à mettre sous tous les yeux. Voilà, ça aborde des thématiques qui sont assez dures, donc je préfère prévenir en disant que voilà, peut-être si vous êtes trop sensible à ça, n'y allez pas. C'est pas qu'il y a des images gore dans le film ou vraiment très osées et on ne peut pas soutenir son regard. Non, non, c'est plus dans les thématiques et dans ce que traversent certains personnages où ça peut être difficile à vivre pour certains spectateurs. Donc je préfère prévenir de ça. Ça nous raconte l'histoire de deux jeunes garçons qui rentrent au collège et ils sont amis depuis toujours. Ils sont tout le temps ensemble, etc. etc. Évidemment, au collège, c'est vu comme quelque chose d'amoureux, cette amitié, donc ils vont un peu se moquer d'eux en leur demandant s'ils sont en couple, etc. etc. Donc on a le personnage principal qui va s'éloigner en fait de son meilleur ami pour ça. Chose que son ami ne comprend pas parce que ils ont toujours été ensemble, ça se passe bien, c'est tellement extérieur en fait à leur amitié qu'il ne comprend pas pourquoi ils se voient de moins en moins. Et il va s'en découler des choses plus dramatiques ensuite dans le film. C'est dur, mais c'est vraiment un beau film parce que les gamins jouent juste d'une façon tellement juste. Ils sont incroyables dans le jeu d'acteur, on a tellement l'impression que c'est vrai. On a tellement l'impression qu'ils ressentent les émotions comme les personnages nous le font ressentir à nous. Le réalisateur filme souvent les personnages d'assez près pour vraiment qu'on se concentre sur eux, qu'on se concentre sur l'émotion qu'ils sont en train de dégager. C'est un film très fort pour ça, mais pas pour tout le monde, je pense. Numéro 8, Coupé. Tes adieux, sac à merde! Saloperie zombie! Alors c'est un film que je connaissais pas, je connaissais de nom le film japonais qui avait eu un succès assez surprise, mais moi je l'ai pas vu, donc je n'avais pas ce point de repère. Je sais que ceux qui ont vu la version japonaise disent qu'elle est bien meilleure, que c'est voilà, qu'on pouvait pas faire mieux de toute façon. Voilà, le débat du remake par remake, et voilà. Mais moi, du coup, j'y suis allée vraiment en n'y connaissant rien, en ne sachant pas de quoi ça allait parler, comment ça allait en parler. Et j'ai pris vraiment ce film au premier degré. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs sur les tournages étudiants que j'ai pu faire. Parce qu'un tournage, c'est juste une tonne de galères. Il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui va pas. Et même quand t'es hyper bien préparé, il y a toujours quelque chose qui te tombe dessus. Surtout quand t'es sur un tournage où même si ça se passe mal, t'es sur un tournage. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra! Il faut réussir à faire le plan, il faut réussir à ce qu'il y ait un film à la fin. Et je trouve que le film nous montre bien ça. Et c'est assez bien fait. C'est Michel Hazanavicius qui est la réalisation. Et c'est quelqu'un qui nous a déjà montré plusieurs fois comment il montre un petit peu les coulisses du cinéma, comme il avait fait pour The Artist ou encore Le Prince oublié. Donc ça reste un film un peu dans cette veine. Et surtout, c'est un film de zombies. Et c'est rare d'avoir des films de zombies au cinéma français. Donc essayez de le regarder, ça fait pas peur. C'est vraiment une comédie de chez Comédie et un peu méta aussi sur le cinéma, donc bien. Pourriture zombie, je vais tous vous ouvrir le cul. Numéro 7. Le Chaboté 2, la dernière quête. Je suis le Chaboté. On retourne avec DreamWorks, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et surtout, ils ont toujours cette espèce de patte artistique, vraiment, qui a upgrade dans ce film-là. Si vous avez vu des images, vous vous êtes sûrement déjà dit « mais c'est de la peinture ?» Oui, exactement, c'est une espèce de 3D peinturé, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit à l'écran, on a juste l'impression que c'est un coup de pinceau. C'est vraiment un beau film. Et dans l'histoire, je trouve que c'est un film plutôt osé, qui nous parle de la mort, c'est un film qui nous parle de la peur, qui aborde vraiment des thématiques assez sombres.
Voilà, le film se permet vraiment d'être assez flippant par moments. Je pense par exemple au personnage de Lou, qui a des espèces de yeux rouges horribles. La façon dont c'est animé, c'est très simple. C'est juste des apparitions, des espèces de flashs de lumière qui lui passent devant. Et mon Dieu, ce que ça doit faire peur quand on est un peu plus jeune. Et voilà, ça donne envie de vivre plein d'aventures, quoi. Oh, il faut que j'apprenne à faire ça. Numéro 6, Nope. And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great. Je suis une grande fan du cinéma de Jordan Peele, qui nous avait fait Get Out et Us. Donc évidemment, quand il fait un film d'invasion extraterrestre, ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà fait une petite vidéo dessus, où je parlais d'une théorie sur l'espèce de cavalier qui nous est présenté dans le film. Je sais pas trop si je peux en dire beaucoup de choses, parce qu'il existe déjà plein de vidéos sur internet, il existe plein de théories aussi sur les explications du film, de pourquoi, comment. Ça, c'est le cinéma de Jordan Peele, il est très fort pour ça, c'est-à-dire qu'il nous met vraiment beaucoup de clés en main. Mais on comprend pas trop et du coup on cogite un peu et ça nous pousse en fait à parler du film, et c'est ça que je trouve fort dans son cinéma, c'est que c'est pas juste on regarde un film, on est ébahi et ensuite on passe au suivant. Non, je trouve que c'est des films qui marquent et qui nous font poser plein de questions, que ce soit sur le film, que ce soit aussi dans les thématiques qu'il peut aborder, etc., etc. Donc je trouve que c'est un film qui fait parler. Si vous êtes des fans de la Zone 51, je pense que ce genre de film vous intéressera. Et la façon dont les extraterrestres sont montrés dans le film, j'ai trouvé que c'était assez original, alors qu'on en a vu plein des films d'invasion extraterrestre. Puis là, il est particulier, il a sa patte à lui, donc n'hésitez pas à checker un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Yeah, no. Numéro 5, L'innocent. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. C'est une comédie de braquage avec Louis Garrel et Roche Dizem dans les rôles principaux et Noémie Merlan aussi qui est présente. C'est trop bien. J'ai vu le film sans rien connaître à part ça. On reste un peu dans les influences de cinéma français de Louis Garrel, quand on a l'habitude de le voir dans d'autres films comme ça, avec cette caméra qui fait des zooms, qui a l'air d'être en pellicule. Enfin, il y a côté un peu à l'ancienne, je trouve, dans les images qui nous sont montrés. Mais c'est un film hyper fun, hyper rythmé, hyper beau aussi. Il y a des trucs qui sont abordés qui sont assez dramatiques, mais les personnages, ils ont une répartie qui est juste dingue. Et surtout, je trouve que la scène du restaurant, pour celles et ceux qui l'ont vu, mon Dieu, mais cette scène, elle est... Oh, et le jeu d'acteur, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Dans cette scène, je crois que je n'ai jamais vu une telle tension, un tel level. Je pense que c'est ma performance préférée. Je trouve ça juste fou d'avoir réussi à capturer ça en images. Je suis sur le cul. Franchement, c'est sur le cul. Donc, foncez le voir, c'est une comédie, ça dure pas très longtemps, c'est fun, il y a une scène de braquage. Allez-y quoi, enfin c'est trop bien joué, c'est trop bien. Oh putain. Quoi? Mais les canons. Sylvie. Bon, numéro 4. La nuit du 12. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. C'est un thriller, donc c'est là pour le coup, vous m'enlevez la comédie, il y en a pas. Dans ce film, il y en a pas du tout. On suit un policier qui est chargé d'une enquête, celle d'une jeune fille de 16 ans qui, dans un patelin vraiment paumé au milieu des montagnes, alors qu'elle rentrait chez elle d'une soirée, quelqu'un est venu lui mettre de l'essence sur la gueule et lui a balancé un briquet allumé dessus. Et le policier va du coup enquêter pour savoir un peu comment est-ce que quelqu'un a pu faire ça à cette jeune fille. C'est vraiment une enquête particulière parce que contrairement aux autres films de policiers qu'on a pu voir et revoir, qui ont des enquêtes tout aussi passionnantes, celle-ci, on suit vraiment le point de vue du policier en même temps que le spectateur. C'est-à-dire que le policier, on a très peu d'infos sur lui. Du coup, on s'identifie vachement à lui et on prend les émotions en même temps que lui. C'est-à-dire que quand il a une piste qui a l'air de tenir la route, eh bien on est avec lui. Enfin voilà, bref, on suit vraiment les hauts et les bas du policier au fur et à mesure dans l'histoire. Je trouve qu'on n'a pas trop de filtres en fait face à ce film. Je trouve qu'on est vraiment obligé de prendre les trucs qui nous sont présentés au premier degré en se disant bon bah voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est quelque chose qui clash entre les hommes et les femmes. Alors, numéro 3, c'est qui? Elvis.
Contrairement aux autres biopics de musiciens, de chanteurs qu'on a pu avoir comme Rocketman, Bohemian Rhapsody, etc. Celui-ci, il va à fond les ballons. Il y a des paillettes, il y a du tourbillon, il y a des images d'archives qui popent d'un coup, il y a des salles de concert remplies de monde, il y a des ralentis, il y a des trucs trop forts en effets spéciaux. Et on a également l'interprétation de Austin Butler qui nous joue Elvis et qui a donné une performance juste dantesque. C'est lui qui chante en plus les chansons. Donc rien que pour ça, chapeau. Parce que Elvis, on l'a déjà vu au cinéma, on l'a déjà vu interprété par plein d'acteurs, mais je trouve que Austin Butler, il monte vraiment d'un cran au-dessus, et c'est un niveau qui a juste jamais été atteint, et c'est pas juste une imitation, quoi. C'est vraiment Elvis. Surtout, Baz Luhrmann, en fait, il nous raconte l'histoire de Elvis, mais aussi il nous raconte l'histoire de l'Amérique, parce que Elvis, bah voilà, il a grandi dans une époque où les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs, où le fait de se déhancher sur scène, bah, c'était vu comme quelque chose d'obscène et qu'il fallait à tout prix que la police l'empêche de faire ça. Donc il a vraiment connu une évolution des États-Unis dans ces années-là qui a tout changé, et je trouve que ça représente bien la mentalité qu'il pouvait y avoir à cette époque, et que Elvis, il est devenu le king pour ces raisons-là aussi, c'est-à-dire qu'il a tellement marqué son époque, il a tellement fait changer les codes, qu'il a beaucoup plagié les musiques des Noirs. C'était surtout ses inspirations. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qui a volé quoi, mais il chantait de la musique qui est un peu interdite, quoi. Et Elvis, il a mis ça au goût du jour, il l'a popularisé. Alors il y a plein d'histoires, de théories aussi sur lui. Et aussi il y a Tom Hanks dedans, donc si vous ne voulez pas voir le film pour Austin Butler, ben, faites-le pour Tom Hanks, quoi. There are some who make me out to be the villain of this here story. Numéro 2, les bonnes étoiles. C'est une comédie dramatique sur un bébé en Corée. Il y a possibilité d'abandonner son enfant de façon totalement légale et totalement anonyme. C'est-à-dire qu'il existe des espèces de boîtes à bébé où vous pouvez le déposer dedans, et le bébé, bah, du coup, il est récupéré par des espèces de cliniques, voilà, qui ont l'habitude de ça, qui vont ensuite soit le mettre à l'orphelinat, soit lui trouver des parents et tout, soit juste en prendre soin. Et du coup, le film s'ouvre sur ça, sur une femme qui va déposer son bébé, qui le lendemain va regretter son geste et va vouloir le récupérer. Sauf que ce bébé, bah, il a été pris en charge non pas par la clinique, mais par un des employés de la clinique qui, en fait, en le récupérant, veut, avec son copain, lui trouver des parents. C'est une espèce de trafic de bébés, mais eux le font vraiment dans une démarche très positive, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'un bébé qui va à l'orphelinat, qui grandit là-bas, etc., au bout d'un moment, il sera plus adoptable. Ils veulent trouver les bons parents pour cet enfant. Voilà, déjà il y a ça, mais eux sont suivis par deux policières qui mènent l'enquête et qui veulent absolument les arrêter. Elles savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire, sauf que pour pouvoir l'arrêter et que ce soit vraiment pris au sérieux, il faut qu'elles le prennent sur le fait. Sinon, pour des questions légales, j'imagine, ça marchera pas. Donc, je résume. On a une maman qui abandonne son bébé et qui en fait non. Deux personnes qui veulent vendre le bébé et qui sont poursuivies par deux policières qui veulent mettre la main dessus. Il y a beaucoup de péripéties qui s'ensuivent, c'est assez cocasse par moments, c'est vraiment une comédie. Ça n'empêche pas qu'il y ait des moments un peu plus durs, parce que ça aborde quand même la question de l'adoption, la question d'abandonner son bébé ou non, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et il y a d'autres péripéties que j'ai pas forcément racontées, parce que voilà, faut quand même vous laisser le plaisir de la surprise. Mais voilà, c'est un film très beau, très sympa. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer au numéro 1 ? Alors les amis, le numéro 1, c'est un film que vous n'avez pas vu. Alors, je vous explique. C'est un film qui s'appelle The Lost Leonardo, et en France, quand il a été diffusé, il a eu le droit à quelques séances de cinéma. C'est un film qui nous raconte l'histoire du Salvator Mundi. C'est un tableau un peu particulier. Il s'agit du tableau qui a été vendu le plus cher au monde aux enchères. This is the most improbable story that has ever happened in the art market. It's not even a good painting. Donc déjà, ça nous raconte ça, comment ce tableau en est arrivé à un tel prix. Ce tableau, officiellement, on ne sait pas ni qui l'a acheté, ni où il se trouve. L'autre point à aborder pour expliquer pourquoi un tel tableau peut valoir 450 millions et pourquoi, d'un côté, ça peut être bien, de l'autre côté, c'est pas bien, ce tableau, on ne sait pas qui l'a peint. Il y a une théorie qui dit, et qui fait que ça peut valoir 450 millions, qui dit que ce tableau
serait de la main de De Vinci. Et du coup, 450 millions, effectivement, Léonard de Vinci, il n'a pas fait tant de tableaux que ça. Et c'est un tableau qui a été découvert il n'y a pas si longtemps. Donc c'est juste fou de pouvoir mettre la main dessus. Et ça vaut du coup 450 millions. Il y a une autre théorie qui dit qu'il n'est pas de Vinci. Pas du tout. Mais du coup, la personne qui l'a acheté 450 millions, est-ce qu'elle n'a pas le mort si jamais ce n'est pas un De Vinci? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous raconter, c'est qu'en gros, il est possible que quelqu'un sur cette planète ait acheté un tableau de Vinci à 450 millions, comme c'est possible qu'il n'ait pas acheté un tableau de Vinci à 450 millions. Le documentaire nous raconte du coup toute l'histoire de ce tableau à partir du moment où on le découvre jusqu'au moment où il est vendu aux enchères. On suit tout ça et on le suit avec plein d'interviews. Donc il y a presque toutes les personnes qui ont côtoyé ce tableau qui parlent face caméra. On a les restauratrices, on a les personnes qui l'ont trouvé, on a les personnes qui l'ont acheté, etc., etc. Donc il y a tout ça. C'est hyper intéressant parce que ça nous montre le marché de l'art et surtout pourquoi il y a des gens qui achètent un tableau. Quel est le pouvoir d'un tableau aujourd'hui? Surtout à une telle échelle, à une telle valeur. Bah, ce film nous raconte tout ça. Je trouve que c'est un film juste fou. C'est une histoire d'enquête, c'est une histoire de l'art, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de... je sais pas, d'amour. Bref, c'est juste mon film préféré de l'année 2022. Been authenticated. Wow. Oh God. Voilà, c'est fini pour ce top. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains films que j'ai pu aborder. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour parler de vous. Par exemple, dites-moi quel a été votre film préféré de l'année. Est-ce que j'aurais dû parler de Top Gun Maverick, par exemple? Est-ce que c'est mon gros oubli de l'année? Est-ce qu'il aurait été 16e de mon top si j'avais fait un top 20? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!